Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Cette semaine, je vous emmène, comme d'habitude, dans les coulisses de mon quotidien, finalement, d'un entrepreneur en ligne, / coach business, / encore un petit peu coach sportif en ligne, mais également expatrié en Thaïlande. On va parler dans cet épisode de coaching. On va parler un petit peu de la peur de se lancer, notamment la peur de se lancer sur les réseaux, de se montrer, on va en reparler un petit peu. On va parler également d'un podcast que j'ai écouté cette semaine qui m'a vraiment plu et je vais vous partager un petit peu ce que j'en ai retenu. C'est pas forcément un truc sur l'entrepreneuriat, mais c'est très intéressant. On va parler également de storytelling et on va parler un petit peu de galère fiscale. Je pense qu'on peut en parler aussi en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'expatrié, bref, peu importe. Quelle est ta situation aujourd'hui? Toujours parler un petit peu de fiscalité, c'est important, c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent. Bon, moi je vais t'en parler un petit peu. Et comme d'habitude, je vais t'en parler sans filtre, avec mes mots. C'est pas forcément toujours très structuré, mais au moins voilà. Ça va partir sans cut spécialement, des petits cuts évidemment des fois au montage, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas scripté, je pense que tu l'as compris globalement, alors peut-être des fois l'intro un petit peu, mais concrètement on va partir rapidement dans le vif du sujet et c'est d'ailleurs une des leçons que j'avais déjà tiré dans un épisode précédent où je disais justement quand tu fais un contenu, que ce soit un contenu long, un contenu court, il faut qu'il y ait le moins de friction possible. Et bien justement moi pour le podcast, j'ai pas de friction, c'est-à-dire que je pose mon micro, ce matin sur le tapis, j'étais en train de marcher un petit peu là sur ma salle de sport, j'étais en train de classer un petit peu mes idées parce qu'en fait toute la semaine j'ai pris des idées, c'est comme ça que j'enregistre le podcast, c'est que je prends des idées, je note les trucs importants qui se sont passés dans la semaine ou les petites réflexions que j'ai eues pour mon journal de bord et ensuite je les remets un petit peu en ordre et ce matin j'ai demandé à ChatGPT avec mes notes de me créer le plan pour que ce soit un peu plus logique et qu'on ne se barre pas non plus trop en cacahuète, même si tu verras qu'il y a quand même des sujets très variés. Bref, on est parti pour ce journal de bord. Alors hier, toi tu vas peut-être pas le comprendre, mais hier j'ai enregistré un épisode de podcast avec David. David c'est un coach sportif en ligne que je connais depuis un moment. L'épisode il sortira juste après celui-ci, donc voilà, une semaine après logiquement, il est déjà enregistré, j'ai juste à faire le montage. C'est un épisode qui est très intéressant, qui va venir en complément de l'épisode qu'on a fait avec Clément. Avec Clément, on avait beaucoup parlé de création de contenu, il avait une grosse audience, il a développé un petit peu sa stratégie de contenu, notamment avec le divertissement, entre autres. David, c'est l'opposé. Il a une niche qui est beaucoup plus âgée, entre guillemets, il crée du contenu vraiment différent et surtout, il a développer des stratégies différentes, on va dire, pour attirer du monde. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. On a parlé vraiment sans filtre aussi, vraiment de la partie coaching, la partie acquisition de clients. Donc voilà, je pense que ces deux épisodes combinés seront parfaits, honnêtement, pour vous donner des exemples de gens qui ont réussi dans le coaching en ligne. Ce sont deux personnes qui ont monté une équipe, qui sont là depuis longtemps. C'est des gens que moi je connais personnellement, que j'ai déjà vus. Forcément Clément tu l'as vu, mais David aussi on s'est déjà vu et c'est des gens que je connais, en qui j'ai confiance et je sais que tout ce qu'ils vous ont dit c'est de la vraie valeur et c'est pas du bullshit. Donc voilà, encore un épisode de valeur. Et si jamais vous avez aimé ce genre d'épisode, n'hésitez pas à me le dire, j'ai encore peut-être quelques autres invités coachs que je connais qu'on pourrait inviter, en plus potentiellement de futurs clients ou relations, voilà, que je pourrais inviter. Bref, cette semaine, j'ai eu quelques appels découvertes. Donc, les appels découvertes, c'est la façon, entre guillemets, de vendre un coaching. Je ne parle pas de coaching sportif, je parle de coaching business pour moi. Notamment, ce sont des personnes qui ont fait mon challenge. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est un challenge offert? Un challenge evergreen, c'est ma méthode que j'ai créée, mais je me suis inspiré, évidemment, comme toutes les méthodes. Encore une fois, surtout en France, on n'a rien inventé. Mais je me suis inspiré de ces méthodes-là à la base américaine pour attirer et préqualifier, on va dire, les gens quand ils me découvrent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur mon compte Instagram ou quelqu'un qui me voit en pub, parce que j'ai aussi lancé de la pub et je vais t'en parler, tout simplement rentre dans mon univers avec une page de capture, voilà, je prends son adresse mail, déjà c'est la base, et ensuite elle a accès à 4 jours ou 5 jours, ça dépend, de vidéos pour expliquer des concepts, et la promesse entre guillemets moi de mon challenge, c'est tu vas pouvoir trouver tes premiers clients, en gros. Ou en tout cas la méthode pour trouver tes premiers clients. Donc c'est un petit peu ce que j'explique avec la professionnalisation de ton compte Instagram, quel contenu il faut créer, quelles promesses tu devras avoir et quel système je te recommande. Voilà, en gros, c'est complètement offert, je te mets le lien dans la description d'ailleurs si tu veux te lancer et voir un petit peu de quoi je parle. Bref, et avec ce truc-là, j'ai réussi à avoir des appels en automatique avec des gens, certains avec qui j'ai déjà parlé, mais certains avec qui j'avais jamais parlé. Et c'est là où c'est très puissant, parce que c'est des gens, et ils me l'ont dit lors de l'appel, je ne sais pas s'ils écouteront ce podcast-là, que le challenge les avait vraiment aidés. Parce qu'en fait, ils se sont dit, si le mec, il m'offre autant de valeur en gratuit, qu'est-ce qu'il va m'offrir dans son coaching payant, en fait? Ils se disent, voilà, le mec, il donne plus que la plupart des gens qui donnent des petites vidéos masterclass où finalement, ils te vendent directement le truc. Là, vraiment, je donnais beaucoup de valeur. Plus, évidemment, j'engrainais vers l'appel bilan et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Mais l'idée, c'était vraiment ça, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment puissant, je trouve, le challenge evergreen. C'est ce que je mets en place avec des élèves actuellement aussi dans mon programme d'accompagnement Les Coachs Libres.
Et quand tu as une petite audience, que déjà tu as du flux, c'est vraiment très très puissant parce que tu peux vraiment convertir pas mal de monde clairement en appel et ensuite potentiellement en vente. Et c'est des gens qui sont qualifiés parce qu'ils te connaissent. Après, si tu n'as pas encore d'audience, bah forcément peut-être attendre un petit peu avant de le mettre en place. C'est ce que je fais d'ailleurs avec certains élèves, on attend un petit peu. Ou alors passer par de la pub comme moi j'ai fait là actuellement. Même si d'ailleurs c'était une audience, je pense que tu peux passer en pub. Et donc du coup, entre la dernière journal de bord, ouais, c'est ça, et le podcast avec Clément, j'ai lancé mes pubs justement par rapport à ça. Alors lancer des pubs, ça veut dire quoi concrètement quand tu es coach en ligne ou peu importe? Ça veut dire enregistrer comme des espèces de réels de vente, on va dire ça, ou des réels où tu veux que les gens cliquent. Il y a plusieurs objectifs, hein. Ça peut être soit de cliquer sur une ressource, soit tout simplement d'aller visiter ton compte Instagram. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont beaucoup d'abonnés grâce à ça. En fait, ils payent des publicités pour que les gens ensuite aillent sur leur compte, hein. Ça existe, si jamais, hein. Donc tout le monde ne fait pas que de l'organique. Bien au contraire, si tu savais le nombre de personnes qui vivent de leur activité et qui font de la publicité, c'est énorme. Je dirais une grande partie d'ailleurs, peut-être 80% des gens qui vivent de leur activité en ligne font de la publicité. Parce que justement, ça permet d'avoir un peu de prédictibilité, de savoir quand est-ce que les gens vont arriver et d'avoir un vrai business concrètement et de ne pas uniquement tout baser sur l'organique. Ce qui est parfois un peu une erreur parce que tu n'es pas maître de l'algorithme et tu ne sais pas exactement combien de prospects tu vas avoir chaque semaine. Donc la pub est un bon outil, c'est un investissement. Moi, tu vois, par exemple, j'ai mis un budget de 10 euros par jour et l'idée en fait, c'est d'optimiser ce budget-là. C'est-à-dire que là, tu mets de l'argent dans la machine et en fait, il faut s'assurer d'avoir du rendement, entre guillemets. Comment ça se passe? Déjà avoir des pubs qui sont pertinentes, donc il faut faire tourner, il faut en avoir plusieurs, il ne faut pas avoir qu'une pub. Généralement, toutes les semaines ou 2 semaines, moi, je vais rajouter des pubs pour en fait enlever celles qui ont le moins marché, donc celles qui ont un coût par prospect. Pour te le faire un peu rapidos, un coût par prospect, c'est généralement entre 1 euro si tu es chanceux, ça peut monter à 15-20 euros concrètement. Ça dépend de ta niche, ça dépend vraiment de ce que tu proposes. Et donc, il faut essayer d'abaisser ce coût pour que justement les gens que tu as au téléphone te coûtent le moins cher possible, entre guillemets. Et donc, ça passe par justement des pubs de qualité. Alors, il faut tester les formats. D'ailleurs, je me suis formé pas mal cette semaine. Je pense que je vous ferai un podcast sur ça, mais sur comment créer des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs, qui ressemblent plus à des stories ou à des trucs un peu hors du commun, pour justement sortir un petit peu de la masse. Et c'est un peu pareil avec le contenu aujourd'hui, où il faut effectivement surprendre. Il faut être surprenant. Il faut que chaque phrase est vraiment un intérêt, et c'est ce qu'il dit dans la formation: s'il n'y a pas d'intérêt à ta phrase dans une pub, tu la dégages parce que c'est du temps perdu, entre guillemets, et c'est presque de l'argent perdu. Et c'est un peu pareil quand tu crées du contenu d'ailleurs. La réflexion que je me suis faite, c'est un peu ça, c'est que souvent on en rajoute trop dans nos réels, dans nos carousels, on veut trop en dire, alors que finalement le moins est le mieux, très souvent. Mais il suffit de bien choisir ses mots, okay. Ça c'est extrêmement important, et c'est un petit truc que j'ai retenu là sur les 2 dernières semaines, c'est bien choisir ses mots quand tu construis du contenu, quand tu fais des publicités et également quand tu fais des mails. Important, je vais t'en parler dans un instant. Donc bref, pour ce challenge Evergreen, il fallait faire une page de capture. Donc pareil, la page de capture au démarrage, j'avais repris des pages de capture que j'avais déjà fait sur d'anciens challenges, sauf que je voyais les chiffres qui étaient relativement bas. Alors je sais pas exactement d'où ça vient, sachant que c'était le début. Est-ce que ça vient du fait que Meta, j'ai pas bien finalement paramétrer mon audience, peut-être qu'ils tapent dans des gens qui ne sont pas concernés par le coaching sportif et nutrition, c'est possible. Après voilà, moi j'ai mis pourtant les bons mots-clés, donc à voir. Ou alors c'était peut-être ma page de capture qui était pas bonne, du coup j'ai refait un test avec une nouvelle page, et d'ailleurs je vais regarder les résultats, je vais regarder en live, je vais peut-être cutter, mais comme ça je vais pouvoir avoir déjà des premiers résultats et je pourrais vous les donner, mais j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça a donné. Ok, donc je viens de regarder, c'est un peu mieux que ce que j'avais en chiffres avant, mais c'est pas extraordinaire, donc je pense réellement que j'ai un problème dans mes pubs, et c'est pour ça que c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut pas non plus cramer du budget et potentiellement se faire aider. Je pense que j'ai un problème dans mon audience, dans le ciblage de mon audience, parce que les chiffres sont assez bas. Il y a toujours du monde qui rentre, c'est l'avantage, c'est que j'ai toujours des prospects qui rentrent, donc ça c'est cool. Et en fait, il me faut pas énormément de prospects non plus pour pouvoir faire une vente et ensuite rentabiliser la pub, mais toujours dans l'objectif d'optimiser. Je vais remettre le nez dedans. Concrètement, c'est un peu ça. Quand tu lances de la pub, il faut mettre le nez dedans assez régulièrement jusqu'au moment où tu trouves un petit peu le bon truc. Et toutes les semaines, un petit peu checker tes chiffres sur les pages de capture ou bien tes pubs. Donc bref, ça j'ai passé un petit peu de temps là déjà cette semaine. Je vais remettre le nez dedans toutes les semaines. De toute façon, c'est le but. J'ai réécrit aussi pas mal de séquences de mails. On a tendance à oublier un petit peu la puissance des mails concrètement. Que ce soit des mails newsletter, donc que tu peux envoyer toutes les semaines, ou bien des campagnes mail que tu peux automatiser à la suite de l'envoi d'une ressource. Ça, c'est un truc qui est quand même important, je veux dire nécessaire quand tu es coach, peu importe ton activité, si tu veux vendre quelque chose. Et pour autant, ça, c'est souvent assez mal fait parce qu'on utilise ChatGPT, on met pas vraiment le nez dedans, on se dit c'est ok, il va faire ça bien. Sauf que, en fait, ça se voit trop que c'est du ChatGPT très souvent, et il faut quand même mettre le nez dedans. Et là, j'ai vraiment mis le nez dedans. J'ai creusé un petit peu, j'ai rajouté du storytelling, entre guillemets, j'ai essayé de vraiment me mettre dans la tête d'un coach sportif qui galère, entre guillemets, au démarrage,
pour rajouter vraiment des situations du quotidien. Par exemple, tu vois, j'avais un exemple, je discutais de ça avec un élève cette semaine qui écrit aussi sa campagne mail. Je disais, en gros, quand tu décris une situation, il faut vraiment se mettre dans la tête de la personne. C'est-à-dire que nous, on parlait de la perte de poids. En fait, le dire, bon, bah, tu vas perdre le gras du ventre, mets-le dans la situation. Le matin, tu te lèves, tu montes les escaliers pour aller au boulot, t'es déjà essoufflé, t'arrives au bureau, t'as ce gras du ventre qui te dégoûte entre guillemets à chaque fois que tu t'assois. Voilà, des mots assez forts. Hein, là, c'est un exemple, mais en fait, quand tu mets en contexte, en situation la chose, plutôt que de dire bon bah t'as le gras du ventre, ça te gêne, oui ok, mais là tu le mets dans une vraie situation. T'as monté les escaliers, t'es essoufflé comme tous les matins, t'arrives à ton bureau et quand tu t'assois ou tu t'affales sur ton siège, on va dire ça comme ça, tu t'affales sur ton siège, tu ressens encore tous les kilos en trop et cette bouée qui te gâche la vie. Tu vois, par exemple, ça fait un peu storytelling, mais enfin un peu copywriter, pardon, mais c'est un peu ça. Tu vois, c'est essayer de trouver des mots un peu plus forts et ça, j'ai pas mal réfléchi à ça. Je pense que pour mes prochains contenus aussi, je vais pas mal me former et continuer à apprendre un petit peu là-dessus parce qu'on n'est jamais assez bon et clairement j'ai pas mal de choses à apprendre sur la partie marketing et je pense que ça c'est vraiment important. Quand tu te lances souvent, tu décris des choses, des aspects, mais t'as aucune connaissance et du coup ce que tu dis c'est juste des mots sortis un peu, voilà, mais c'est pas extrêmement... Quand on se met dans la tête de son interlocuteur, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Bref, donc moi c'est des choses que j'ai mis en place pas mal cette semaine et l'idée c'est d'avoir des prospects, de plus en plus de prospects et qualifiés via ces challenges, mais pas que via les contenus. Donc ça c'est des gens que j'ai eu au téléphone. Moi, j'ai rentré une personne déjà dans le coaching la semaine dernière. Les 2 personnes que j'ai eues hier, j'ai pas encore, je ne sais pas encore s'ils vont rentrer. Sans doute qu'il y en aura au moins un des 2 qui va rentrer, j'imagine. J'aurai la réponse aujourd'hui. Et en fait, l'avantage, c'est comme je disais, c'est des gens qui me connaissent. Et de ce que j'ai retenu de ces appels, notamment, sans donner de nom, etc. Mais c'est juste pour un peu t'en parler, parce que je pense que c'est un peu le même cas. Il y a grande chance que tu te lances aussi. C'est la peur de se montrer sur les réseaux. Moi, tu sais, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des podcasts sur ça, j'ai fait un guide qui s'appelle le guide de l'entrepreneur introverti. Et je vois beaucoup de gens, et c'est vrai, qui n'osent pas se montrer. C'est un cap qui est difficile. Souvent, avec l'expérience, on se dit, oh, bah, c'est bon, tu as juste à te montrer un petit peu, puis au moment, ça va être facile. Non, ça prend quand même du temps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions pour réussir, entre guillemets, sur les réseaux, sur les premières semaines, les premiers mois, en tout cas, commencer à créer du contenu sans devoir se montrer. Vraiment, moi, j'ai plein d'options pour ne pas devoir parler à la caméra et construire une audience, vraiment. Je vais t'en donner 2. La première option, c'est de faire des réels trendy, je t'en ai déjà parlé, c'est genre une vidéo b-roll, c'est-à-dire une vidéo où tu bois le café, tu fais ton sport, etc., où tu marches dehors et tu mets un texte engageant, les 6 erreurs, ou les 3 erreurs que j'ai faites avant de me lancer, ou les 3 erreurs que je vois plus pour les femmes de moins de 50 ans, ou enfin c'est un exemple avec ta niche. Alors même si tu vas pas construire une relation, une communauté non plus avec ton audience, simplement avec ce type de réel, en fait déjà avec ça, tu peux déjà te construire, je pense, tu peux déjà arriver à 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés assez facilement avec ce type de réel. David, le coach, justement, en a parlé dans le podcast qui sortira la semaine prochaine. C'est exactement ce qu'il a fait. Il est monté à 11 000 abonnés, je crois. Donc, comme quoi, ça marche. Et j'ai plein d'exemples de personnes pour qui ça marche, sans devoir trop se montrer, trop parler. Alors, il parle aussi. Après, il a aussi une chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut apprendre à parler quand même au bout d'un moment. Tu peux pas être timide, introverti et peur de se cacher, et peur de se montrer, H24. Mais au démarrage, je pense réellement que tu peux passer à l'action sans te montrer. Donc ce type de réel marche très bien. Un autre type de réel, c'est le mode B-roll storytelling. C'est un réel que moi j'ai fait hier par exemple, où c'est un espèce de mini vlog, où en fait toute la journée de la veille, en fait j'ai pris ma caméra et je l'ai posée. Donc j'ai juste filmé des moments de ma vie normale. Et le titre c'est la vie normale d'un entrepreneur en Thaïlande, un truc comme ça, je sais plus exactement. J'avais déjà fait une partie 1, ça avait bien marché. Et là, je me suis dit, tiens, je vais refaire une partie 2 un mois après, à peu près. Et ça a aussi bien marché, alors un peu moins que la première, c'est normal. Notamment parce qu'il se passait moins de trucs intéressants concrètement dans ce vlog-là. Et les gens avaient déjà vu. Mais en vrai, les gens sont curieux de voir ta vie. Et c'est un format que j'aime bien parce que ça montre la réalité du terrain. Par exemple, si tu es coach en ligne, ça montre que voilà, tu bosses derrière ton ordi. Si tu es coach un peu en présentiel, ça montre que tu fais des coachings. Tu vois, les gens veulent savoir ce qui se passe derrière la caméra, entre guillemets. Et c'est un peu... un format que j'aime bien parce que, en tout cas, moi, je l'ai vraiment pris sérieusement. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait une journée classique. Genre, c'est une journée où je suis même pas allé à la salle de sport. C'est une journée où il a plu toute la journée, donc je suis vraiment pas sorti beaucoup. J'ai pas fait grand-chose, mis à part travailler et montrer un petit peu mon quotidien. Mais c'était ça la vraie vie, c'était ça la vie normale. J'ai montré où j'allais sortir mes poubelles, etc. C'est un peu con, mais c'était vraiment. Je me suis dit, vas-y, j'avais vraiment les poubelles à sortir. Je me suis dit, mes coups de les sortir, revenir, faire le mec, je marche et tout ça. Non, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, j'ai le truc dans les mains, on va poser la caméra et c'est bon, tu vois. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai vraiment la flemme des fois de faire des trucs.
Je me dis le plus brut sera le mieux, tu vois. Je suis pas du tout perfectionniste dans mes contenus, je pense que ça se voit. Et je pense que c'est une force dans un sens, c'est que je passe à l'action quand même très rapidement et j'attends pas que ce soit parfait. Pareil pour faire le montage de certains trucs, c'est très rapide. Genre là, le podcast, le montage, tu vois, il y a 2 fois où j'ai éternué, je vais le cutter, c'est tout, mais le reste, enfin voilà, il va pas avoir 36 000 cuts, ça va être assez rapide, tu vois. Et ça, je pense que c'est une force parce que on se rend compte que tous ceux qui vivent de leur activité, quand même, c'est des gens qui passent à l'action rapidement, c'est des gens qui publient sans trop se prendre la tête, sans avoir notamment aussi une approche, ou une accroche plutôt émotionnelle trop importante au contenu. Je m'explique, si tu passes 3 heures à créer un réel, que tu as mis tout ton cœur et que tu es là derrière, tu publies et tu regardes les likes toutes les 5 secondes, bah concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as passé trop de temps et que tu t'es trop investi dans ce contenu-là. Et je pense qu'au début ça peut être un piège parce que forcément, c'est ce que je disais l'autre fois à un gars, mais les 100 premiers posts ça va être de la merde concrètement. Tu peux pas être bon sur les 100 premiers posts que tu fais sur Instagram, c'est pas possible. Sauf si tu as un background derrière et que tu as déjà fait du montage, etc. Mais sinon c'est impossible, tu vois. C'est comme si tu joues au foot, les 100 premières heures, entre guillemets, où tu t'entraînes, tu peux pas être bon, tu vois. Tu es obligé de te former. Dans tous les domaines, c'est pareil. Et donc, le plus tôt tu te lances, et le mieux, et le plus tôt, entre guillemets, tu deviendras bon, en fait. Ou en tout cas, bon pour ton audience et que tu créeras une activité rentable. Et c'est vraiment ça où je dis aux gens qui écouteraient ce podcast-là, lancez-vous dès maintenant, même si c'est pas parfait. Apprenez un petit peu à connaître qui est votre audience, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Et ensuite, vous créez du contenu, même si c'est pas parfait. Concrètement, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez des réels de fous furieux dès le début, que vous ayez 3000 likes, etc. C'est impossible, impossible. Donc, autant se lancer, autant faire ses propres erreurs, se foirer, avoir peu de retours au début, comme ça tu casses un peu, comment on appelle ça, les pots cassés là. Tu essuies les pots cassés, on les appelle ça. Et une fois que c'est fait, tu vois. Donc vraiment, lance-toi dès maintenant pour que, bah voilà, t'écoutes ça, je sais pas, au mois de juillet, août, en mois de décembre, c'est bon, t'es calé, t'as déjà une petite audience. Et tu sais déjà que tu peux potentiellement vivre de ton activité. Alors ça prend un peu de temps, mais voilà. Donc si jamais, je te le redis, mon guide, c'est pas un guide, mais mon challenge pour les coachs sportifs ou nutrition est dispo dans la description de ce podcast. Ça pourra t'aider déjà à mettre les bases et peut-être à passer à l'action aussi. Et après, si tu veux aller plus loin, forcément, il y a ma formation, mon accompagnement, les coachs libres. Alors là, par contre, on rentrera dans le sérieux, dans le dur. Et là, par contre, en 3 mois, je te lâche pas et on crée du contenu et surtout, on construit ton offre pour que tu puisses en vivre. Deuxième point intéressant, je bois mon café en même temps. Deuxième point intéressant, je trouvais en tout cas de la semaine, c'est un podcast que j'ai écouté. Alors ce podcast, il est où mon téléphone, il est pas là. C'est pas grave, je vais vous le retrouver. C'est un podcast de Nassim Saïli. Donc Nassim Saïli, vous le savez, c'est le coach entre guillemets. Si tu es coach nutrition et sportif, tu connais pas Nassim, déjà je pense qu'il y a un problème parce que c'est censé être l'un des leaders du fitness, donc tu es censé connaître un petit peu ce qui se passe logiquement. Donc bref, tu connais Nassim Saïli, il a un podcast qui s'appelle Là on discute. Il a interviewé plein de monde, alors des gens intéressants, d'autres qui sont moins intéressants selon mes critères, mais des fois j'écoute pour voilà, c'est juste par curiosité. Là il y avait un mec qui s'appelait, alors putain j'arrive plus à retrouver, je vais le retrouver parce que je l'ai quand même enregistré le truc. Là on discute. Il s'appelle attends, je vais le retrouver dans un instant. C'est un podcast qui est sorti il y a le 16 juillet voilà, avec Valéran Moulet-Berthaud qui s'appelle. C'est le CEO, c'est un des fondateurs d'un média qui s'appelle Le Crayon. Bon, je sais pas si t'as entendu ça, on s'en fout. Et en fait, le titre c'était ne pas être égoïste dans une société individualiste, c'est possible pour l'interrogation. Et en fait, ils ont abordé différents thèmes. Au début, ils parlaient un petit peu du métier d'influenceur, pourquoi ça fait rêver, pourquoi c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, après voilà, je suis un peu biaisé, c'est aller dans mon sens et voilà des choses, voilà. Plusieurs choses, notamment, attends, je vais te les ressortir pour que ce soit plutôt cohérent. Parce que ChatGPT, il est gentil quand je lui demande de me faire un plan, mais il reformule les trucs que je lui ai dit. Sauf que du coup, il invente des citations, ce con. Donc, j'ai pas envie de déformer les propos de ce qu'il a dit. Ça serait pas à lui rendre hommage, entre guillemets. Alors attends, c'est où? Voilà. Le premier thème qu'ils ont abordé, c'est la puissance de la communauté dans une société individualiste. En fait, ils ont raison, on est très individualiste d'une manière générale, beaucoup plus qu'avant. Concrètement, maintenant, tu sais à peine si tu connais tes voisins, voilà, c'est plus comme avant. Avant, tu étais dans un petit cercle. Maintenant, avec l'arrivée d'Internet, on est un peu connecté à tout le monde sans être vraiment connecté. Bon, je vais la faire courte, c'est un peu ça. Mais sauf qu'il y a une grosse poussée de la communautarité, du communautarisme. Je parle pas du communautarisme forcément religieux, quoique. En tous les cas, on a besoin, en fait, et ça c'est un besoin vraiment, je pense, humain, de se relier à une communauté. C'est très difficile d'être tout seul dans son coin pendant très longtemps, concrètement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, qui se sentent seuls,
notamment parce que ils ont un besoin de communauté, en tout cas d'échange social, qui n'est pas suffisamment rempli. Ils ont besoin, entre guillemets, de cette communauté. Et donc, il parlait de ça et je trouvais ça très intéressant dans une société individualiste, notamment nous qui sommes entrepreneurs en ligne, on a besoin de communauté. Je pense que c'est primordial en tant que coach sportif en ligne, en tant que coach nutrition, en tant que quelqu'un qui veut se lancer en ligne, en tout cas devenir libre, qui écoute le podcast, c'est hyper important que tu sois accompagné par des gens qui ont le même objectif que toi. Sans ça, je pense réellement que tu vas te foirer. Je pense qu'il y a très peu de monde qui arrive à réussir entre guillemets leur objectif tout seul. C'est très 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 compliqué parce que en fait on a besoin de feedback, on a besoin quand on a des moments de doute, parce qu'on en aura, on a besoin d'avoir des gens qui ont les mêmes doutes, qui ont potentiellement des réponses à nous apporter, qui ont vécu les mêmes choses que nous, et quand on est tout seul on peut pas le faire. Alors quand je parle de communauté, ça peut être un club de sport. Il parlait de club de sport. Moi je sais que quand j'étais à Nantes avant, je faisais du tennis de table, c'était un peu une communauté aussi de pongistes. Tous les dimanches on allait jouer, on s'entraînait, tout ça, c'était cool. Ça peut être aussi des amis évidemment, hein, c'est un peu une communauté, hein, des potes. Ça peut être des clubs de lecture, j'en sais rien. Ça peut être l'université, suivre des cours de je sais pas quoi. Je parle pas quand t'es étudiant, mais un peu plus tard, je sais que mes parents ils font ça aussi. Quand t'es retraité notamment, t'as encore besoin d'une communauté aussi, hein, justement, parce que quand t'es retraité, t'es hors du système. En fait, à partir du moment où t'es hors du système, quand t'es plus salarié, tu vas plus dans ton bureau, on va dire, tous les jours, t'es hors du système. Tu vois, moi, si je veux, je peux ne voir personne pendant une semaine, tu vois, et c'est vraiment ça. Pour autant, j'ai besoin de voir du monde quand même. Je me suis un petit peu recroquevillé sur moi-même pendant des années, quand j'étais en début de l'entrepreneuriat, mais c'était difficile en fait. C'était difficile de travailler tout seul, tu te remets en question tout le temps. Heureusement que j'avais quand même une communauté un petit peu en ligne, et moi c'est ce que j'essaie vraiment de recréer aujourd'hui dans mon accompagnement les coachs libres, d'avoir une communauté finalement de coachs qui ont le même objectif. Alors après ça prend pas, ça prend du temps, hein, évidemment, les gens doivent apprendre à se connaître. C'est pas évident d'être l'animateur de ça non plus, mais l'idée c'est un peu ça. Parce que voilà, t'as compris, la communauté est responsable aussi du bonheur, ou en tout cas du succès si jamais t'es coach, et qu'aujourd'hui par exemple, j'ai un exemple, parce qu'hier j'ai fait des audits, je vais t'en parler un petit peu après, d'un coach qui me disait mais on me dit tout ça, hein. Je peux pas choisir entre les hommes et les femmes, donc je suis coach pour les deux, parce que j'ai déjà des hommes et j'ai déjà des femmes dans mon programme, et j'ai peur de rejeter une partie des gens qui me suivent. Je l'entends tous les jours ça. Sauf qu'en fait moi ce que je lui ai dit, c'est que c'est pas rejeter quelqu'un que de dire je suis spécialisé pour les hommes ou pour les femmes, c'est juste donner encore plus de résultats aux hommes ou aux femmes que tu accompagnes, et surtout de la possibilité de créer une vraie communauté. Aujourd'hui, si tu as un groupe, un coaching, et que tu as des hommes et des femmes, tu ne pourras jamais créer une communauté qui sera vraiment engagée avec des hommes et des femmes dans la même communauté. C'est très compliqué quand on parle de fitness, ça veut dire qu'on parle de son corps, et je peux te garantir que les femmes notamment, et parfois même les hommes, ne veulent pas partager certains trucs avec des hommes dans le groupe. C'est comme ça, c'est la société actuelle. J'ai fait le test dans mon programme et j'ai eu des retours négatifs de femmes qui me l'ont dit. Donc voilà, c'est du avéré. Les femmes n'aiment pas partager, et je comprends tout à fait, il n'y a aucun jugement. Pour certaines en tout cas, des trucs perso, elles préfèrent être entre elles, et je comprends. Et il y a des hommes, c'est pareil. Soyons logiques. Si tu as des groupes d'amis hommes, tu vois bien comment on parle pas. Si tu as un groupe d'amis, tu as 4 mecs, ou si tu as un groupe d'amis, tu as 3 mecs, une meuf, généralement, les discussions, ça dépend des personnes, mais elles seront un peu moins, tu vois, il va y avoir un petit changement. Il va y avoir un petit changement dans l'attitude, on va peut-être faire un peu plus attention à ce qu'on dit, mais c'est que ok. Et voilà, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, bref. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Donc, important, la communauté, et je pense que sans pour autant rester communautaire tous entre nous, c'est pas ça l'idée, hein. C'est vraiment de se pousser en restant ouvert d'esprit, hein. L'idée, c'est pas de se recroqueviller, d'être communautariste, encore une fois, c'est vraiment pas le but. Mais la communauté, c'est indispensable. Dans un pays ou dans une société où aujourd'hui, on s'identifie de moins en moins comme français. On s'identifie de moins en moins comme breton. On s'identifie de moins en moins comme je suis de Nantes, nantais. En fait, de plus en plus, avec le fait que les frontières soient ouvertes, avec l'avènement d'Internet, globalement, on est beaucoup moins communautaire qu'avant. Avant, tu demandes à tes arrière-grands-parents, à l'époque, ils étaient, voilà, je suis le mec de la région de ça, ils ont jamais voyagé à l'étranger, donc forcément, eux, c'est pas des citoyens du monde comme moi ou comme toi peut-être. Moi, aujourd'hui, je me considère, oui, je suis français, je suis nantais, mais je suis avant tout, honnêtement, assez ouvert sur le monde, tu vois, j'habite pas en France, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, donc tu vois, je suis plus attaché de la même manière, parce que j'ai compris aussi les enjeux dans les autres pays, je suis un peu plus ouvert sur ça, et bref, donc voilà, c'est un petit peu l'idée, je pense que tu auras compris. Bref, deuxième sujet qu'ils ont abordé qui était intéressant, c'est, mais ça tu le sais déjà, mais je te le redis, tu es responsable de ton bonheur. Aujourd'hui, il y a un côté assez morose en France et dans les pays occidentaux, généralement.
Contrairement à certains pays, même aux US potentiellement. Alors c'est ce qu'il disait dans le podcast et c'est aussi ce que j'ai entendu dans un des podcasts avec Oussama Hamar. Je sais qu'Oussama Hamar, il fait très polémique. Moi, je vais être franc, je l'aime bien. J'aime beaucoup certains aspects de sa personnalité. Le fait comment il raconte les choses. Évidemment, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais je trouve que c'est une qualité énorme de pouvoir imager des choses. Je pense que s'il fait autant de buzz sur les réseaux depuis 10 ans, c'est pas pour rien. C'est que le mec, il a une qualité que la plupart des gens n'ont pas. Et surtout, il est très intelligent. Quoi qu'on en dise, il a un QI qui est largement au-dessus de la moyenne. Même si des fois on peut dire qu'il dit des conneries par rapport à certains trucs. Il est intéressant. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. Je pense que tu l'invites à ta table, tu vas pas t'ennuyer. Voilà, pour le coup, avec beaucoup de gens, on s'ennuie parce qu'on n'ose pas dire les choses. Bon, lui, au moins, il ose dire les choses. D'accord, pas d'accord, mais au moins, ça ouvre le débat. Donc, bref. Et pourquoi il disait ça ? Parce qu'il parlait aussi de la différence des entrepreneurs, parce que j'ai mêlé 2 podcasts, j'ai enchaîné les 2, mais c'était intéressant, c'est une réflexion, entre l'entrepreneuriat en France, être entrepreneur en France avec une communauté française, où il disait, et je pense que c'est peut-être un peu vrai, les entrepreneurs français ne s'aident pas beaucoup, ils sont tous un peu dans leur coin, il n'y a pas vraiment de grosse communauté entrepreneuriale en France, et dans le sens où on ne donne pas assez de tips, il disait effectivement que les CEO des grandes boîtes françaises, globalement, ne sont pas vraiment sur les réseaux, ils n'ont pas de chaîne YouTube, ils ne partagent pas beaucoup leur savoir. Contrairement aux États-Unis, où tu as plusieurs podcasts, notamment le journal du CEO, je sais pas comment ça s'appelle, d'un mec là où il y a tous les gros CEO américains et anglais qui passent dedans et qui donnent énormément de valeur, qui donnent tout concrètement, contrairement à la France où des fois on explique, voilà, moi j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, et au final on n'explique pas comment on l'a fait et quels tips on peut donner aux gens, tu vois. Souvent c'est un peu le problème, et c'est pour ça que moi dans ce podcast là, le journal de bord, j'essaie vraiment de te donner ce que j'ai fait en fait. Alors évidemment c'est pas complet comme une formation, mais j'essaie de pas vraiment que survoler les sujets et te dire vraiment les leçons que j'en ai tirées ou ce que toi tu peux mettre en place. Alors évidemment je vais essayer de m'améliorer sur le podcast, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu. Bref, et pour revenir sur le côté bonheur et le côté responsabilité du bonheur, il disait que dans une société morose, en fait, le problème, et c'est en France c'est un peu le cas, c'est qu'on tire tout de suite sur l'État. Tu sais, aujourd'hui si ça va pas, c'est de la faute de Macron, c'est de la faute de l'État, je l'ai déjà dit. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, et c'est pour ça que je suis un peu biaisé par rapport au podcast, que je pense pareil. Mais en gros il expliquait que ton bonheur c'est toi qui dois le gérer. Pour la plupart des gens. Encore une fois, il y a des gens qui naissent dans des situations très difficiles, et je ne parle pas forcément dans ces situations-là. Mais pour une majorité des gens, vous avez quand même le contrôle. Sinon ça serait dramatique si la plupart des gens n'ont pas le contrôle. Contrôle limité évidemment, on n'a pas le contrôle à 100%, on n'est pas libre à 100%. Mais ce que je veux dire par là, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui c'est à toi de te remotiver. Si aujourd'hui la motivation elle est en berne un petit peu en France, c'est à toi de sortir les doigts entre guillemets et de trouver des solutions pour te motiver. Est-ce qu'il faut que tu voyages ? Est-ce qu'il faut que tu changes d'environnement ? Est-ce qu'il faut que tu te fasses accompagner, que tu investisses au lieu d'investir dans des cigarettes ou dans, j'en sais rien, des abonnements Netflix de merde ou je sais pas quoi, est-ce que si tu investis dans une formation, dans un coaching, alors forcément tu vas me dire le mec il est coach, il dit ça, oui, il est pas con, et bien peut-être que ça justement ça te permettrait de te remotiver et d'aller à l'encontre un petit peu de la morosité. Moi le fait que j'habite en Thaïlande, c'est pas pour rien, c'est parce que moi je suis assez sensible à mon environnement concrètement, et si je vois que je suis dans un environnement assez morose, assez instable, où il y a pas beaucoup de sécurité, moi en tout cas c'est ce que je ressens quand je suis en France, je me sens pas très safe, moi ça joue sur mon mood en fait, contrairement à la Thaïlande. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'expatriés en Thaïlande potentiellement, c'est parce que c'est un pays où on se sent bien. C'est pas que c'est un pays parfait, loin de là, mais c'est un pays où globalement je te dis je vais dehors avec mes écouteurs, je suis tranquille, vraiment, il n'y a jamais quelqu'un qui va m'embêter, personne va me parler, s'ils me parlent c'est pour me demander un truc mais ils sont sympas, t'as pas un mec chelou, un mec bourré, c'est très rare, tu vois. Alors qu'en France, tu vis dans une ville moyenne, t'as une chance sur 2 globalement qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Je dis pas quelque chose de mal, mais on va te parler. Voilà. Alors c'est aussi la qualité des Français, c'est que nous on est un peu plus dans le contact qu'en Thaïlande concrètement. Ils sont un peu plus introvertis. Mais moi en tant qu'introverti, ça ne me dérange pas, tu vois, ça ne me dérange pas. Et encore une fois, ce pays il est pas fait pour tout le monde. Si t'es extraverti de ouf, il y a certains pays d'Asie qui seront peut-être pas forcément adaptés à toi. Tu seras peut-être plus dans une ambiance colombienne ou américaine, où justement ils sont un peu plus extravertis dans un sens. Moi j'ai vécu aussi dans ces pays-là, je suis allé dans ces pays-là. Ça me correspondait un peu moins parce que c'est une culture qui est beaucoup plus festive, etc. C'est un petit peu différent. Voilà. Chacun trouve le bonheur à sa porte, et c'est un petit peu l'idée aussi, c'est d'être responsable aujourd'hui de tout ça. Et voilà, tout simplement, c'était une réflexion qu'ils avaient que je trouvais intéressante, donc je t'invite aussi à réfléchir sur ça. Encore deux petits sujets qui ne sont pas forcément dans l'ordre, mais je t'en parle. Tiens, on va parler un vite fait d'Instagram et je terminerai sur la partie fiscale parce que je voulais t'en parler aussi. Les audits, j'ai fait des audits cette semaine. J'ai fait 3 audits de coach en ligne, des audits toujours intéressants avec plus ou moins un niveau d'avancée. Là, cette semaine, c'était des gens qui avaient
pour certains qui avaient déjà publié depuis un moment, des gens que je connaissais aussi. C'était intéressant, globalement il y a tout dans les audits. Ce que je remarque souvent, et je te le dis, c'est un manque d'appel à l'action. Des fois il y a beaucoup de gens qui oublient de faire des appels à l'action, qui postent des contenus pour augmenter un peu leur nombre d'abonnés, etc. Mais on sent bien qu'il n'y a pas de stratégie derrière. On sent qu'en fait on poste pour poster. Ça m'arrive aussi, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas faire le mec, j'ai toujours une attention et tout ça, mais des fois je poste pour poster aussi, pour entretenir la relation avec la communauté, etc. Mais on oublie que, en fait, même avec une petite communauté, tu peux déjà vivre de ton coaching. Et c'est là où je vois souvent les erreurs, c'est qu'on veut toujours faire plus de contenu, plus de buzz, plus de likes, etc. Mais on oublie qu'en fait, on a déjà potentiellement la possibilité d'avoir des clients dès aujourd'hui. Si tu fais un post intelligent, avec un appel à l'action intelligent, notamment vers une ressource, encore une fois, je reviens en arrière, confère le challenge Evergreen, potentiellement, tu peux avoir des appels bilans, en fait. Pareil, si tu fais une story bien placée, je sais plus si j'en ai parlé dans les podcasts ou pas, j'avais fait une story il y a peu de temps, elle a fait x5, je crois, ou x3. Ouais, x3, x5 par rapport aux stories que je fais d'habitude en visibilité. C'était pour mon challenge où en fait c'était une photo où je m'étais mis en train de dormir. Je sais plus si je te l'ai déjà raconté, peut-être bien. Où j'étais en train de dormir, en gros je faisais un appel à l'action. En gros, arrête de dormir si tu veux scaler sur ton business, un truc comme ça, commande challenge et je t'envoie mon challenge offert. Et j'ai eu pas beaucoup de retours et j'ai eu beaucoup de gens qui sont rentrés comme ça dans mon challenge. Et parce que j'avais une vraie intention en fait derrière. C'était pas juste de poster pour poster une photo de merde, etc. Et on a tendance des fois en fait à vouloir trop créer de choses, parce qu'on a peur que les gens nous oublient, on a peur que tout s'écroule, mais on poste pas forcément les bonnes choses. Et c'est là où je pense que c'est important de se faire accompagner pour avoir une structure, pour éviter vraiment de se barrer en cacahuète et finalement de devenir un créateur de contenu sans vrais objectifs. Et en fait, naviguer à vue un peu comme ça, et après on se dit, bah ouais, mais j'ai pas de clients. Bah, mais finalement, est-ce que c'était pas ta stratégie derrière qui était peut-être pas bonne, ou finalement tu as juste copié des gens sans comprendre vraiment exactement quel était le sens derrière de chaque poste. C'est pas évident, encore une fois, je dis pas que c'est simple, c'est facile à dire comme ça, mais c'est plus compliqué dans la réalité. Donc bref, c'est un peu ce que j'ai retenu. Pas d'appel à l'action suffisamment ciblé. Et puis après, après c'était des gens qui publiaient quand même régulièrement, donc c'était bien. Et puis peut-être un petit manque de structure aussi sur les hooks, forcément, si ton appel à l'action n'est pas extrêmement niché, si tu sais pas à qui tu t'adresses, forcément après tout le reste de ton contenu il est un peu bateau. Et là, ça va te perdre que ça va pas forcément marcher. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de base de trouver son offre, de savoir à qui on s'adresse et ensuite tu peux créer du bon contenu. Mais si ton offre elle est bancale, si ta niche elle est bancale, tout ton contenu va être bancal aussi. Donc c'est vraiment la base, c'est ce que j'explique dans mon challenge aussi. Bref. Et j'ai eu 2-3 questions aussi, moi je vais te les citer. Quel lien il faut garder en bio ? Potentiellement, tu sais, on pourrait se poser la question, est-ce qu'en bio il faut avoir son appel bilan si t'es coach ? Est-ce qu'il faut mettre une ressource ? Est-ce qu'il faut mettre sa chaîne YouTube ? Est-ce qu'il faut mettre, j'en sais rien, X ou Y ? Ce que j'ai répondu à cette personne-là globalement, c'est que tu peux mettre un peu ce que tu veux parce que ça a beaucoup moins d'importance que ce qu'on ne croit. En fait, il y a beaucoup moins de gens qui cliquent sur les liens en bio qu'avant. C'est très faible les chiffres. Et en fait, on se rend compte que la plupart des gens, ils ouvrent les choses qu'on leur envoie. Donc c'est pour ça que je te parlais de contenu avec des appels à l'action ou de story. C'est comme ça, généralement, que les gens ensuite rentrent dans ton écosystème ou cliquent. Donc souvent, on leur renvoie en fait la chose qu'on veut leur envoyer. Par contre, si quelqu'un te découvre et qu'il est un peu curieux, tu peux mettre effectivement un lien vers une ressource. Ça peut être une vidéo YouTube ou après tu auras un appel à l'action vers ton appel bilan, on n'oublie pas. Ou alors un challenge evergreen comme moi j'ai. Donc là, moi je trouve que c'est très bien, comme ça au moins la personne elle rentre dans ton univers et derrière tu as souvent un appel bilan. Ou alors tout simplement ton appel bilan directement. Sauf que les gens qui te découvrent, il y a peu de chances qu'ils prennent ton appel bilan directement. Et donc voilà, à voir. Elle me parlait aussi des stories à la une, cette personne-là. Est-ce qu'il faut en mettre, etc. Alors je lui ai répondu oui. Story à la une, ça existe encore. Au moment où ils avaient dit qu'ils allaient l'enlever, mais ça existe encore. Donc les stories à la une, tu peux mettre tes témoignages, évidemment. Tu peux raconter ton histoire, je pense que ça peut être intéressant. En parallèle aussi d'un post épinglé, les deux. Tu peux mettre story à la une, post épinglé. C'est quoi ? C'est juste pour que ce soit ta vitrine, la première chose qu'on voit. Donc témoignage. Qui tu es et ton programme, comment ça fonctionne, tout simplement. Voilà, pas se prendre pour la tête. Plus une ressource potentiellement, ressource longue. Si tu as un podcast, une chaîne YouTube, toutes les semaines quand tu publies ça, tu le fais aussi en story à une pour montrer qu'il y a de l'actualité aussi là-dessus. Tout simplement sur ça. Et pour terminer, parce que je vois que j'ai plus de batterie dans ma caméra, c'est un peu con, j'espère que ça va pas se couper. Ma petite réflexion au niveau fiscal, je t'en reparlerai plus prochainement. J'ai fait une erreur en 2024, je t'en ai jamais parlé. J'ai fait une grosse erreur en réalité. Mais c'est une erreur de débutant et si j'avais été bien accompagné, je ne l'aurais pas faite. Mon erreur, c'est que j'ai dépassé mon seuil de TVA en 2024 de, je ne sais plus exactement, genre de 1000 euros. Le truc hyper con. Parce que quand tu dépasses ton seuil de TVA, l'année d'après, tu es taxé à 20%, entre guillemets. C'est ça, la TVA, tu es taxé. Donc on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas grave, tu as juste à foutre 20% de plus sur tes prix. Alors oui, dans un sens, j'aurais pu le faire, sauf que, pas de chance, c'est tombé l'année où je fais ma transition business. Donc c'est-à-dire que j'ai une baisse de revenus depuis le début de l'année. Parce que forcément, tu redémarres à zéro. Donc, j'ai dû me taper tous les coachings que j'ai vendus depuis le début de l'année avec 20% de TVA en plus. Donc, en gros, j'ai pété 20% de ma marge, en plus que j'avais une baisse de chiffre d'affaires.
Donc ça a été une année catastrophique, concrètement en termes de revenus, à cause de ça, à cause de mon erreur. Donc là je commence à remonter un peu la pente parce que j'ai des coachings et là j'ai des gens qui rentrent, donc ça va. Mais tu sais, au début je me cherchais, je vendais des formations, je me tâtais, j'avais arrêté mes coachings sportifs, je rentrais plus personne volontairement, donc je me suis un peu auto-saboté, concrètement j'ai arrêté de prendre du monde, alors que j'avais de la demande. J'ai juste gardé quelques clients. Et donc j'ai passé ce putain de seuil de TVA sans m'en rendre compte, je savais même pas, moi je me suis dit bon bah c'est pas grave, c'est cool, tu vois, c'est-à-dire que je progresse dans un sens. Sauf qu'en fait je me suis complètement mis des bâtons dans les roues. Et ça personne me l'a dit. Personne me l'a dit, donc si jamais ça t'arrive, fais attention, reste en dessous du seuil de TVA aussi longtemps que possible. Après ils vont me dire, parce que moi j'étais dans des formations, ils me disaient oui mais c'est bon, tu vas pouvoir optimiser, tu vas passer en déclaration contrôlée. N'écoutez pas les putains de formateurs vraiment, ou même les comptables en France. Enfin c'est très compliqué, et c'est d'ailleurs la réflexion que j'ai eue là cette semaine, déjà depuis un petit moment, ça fait à peu près 6 mois que je suis dessus, de quitter fiscalement la France pour mon entreprise, parce qu'en fait c'est une galère, que ce soit au niveau des coûts. Je vais donner un exemple. Moi j'ai fait l'année dernière donc 46 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça, peut-être un peu plus, un peu moins, mais c'est un exemple. Et avec ChatGPT on a calculé un petit peu, et en gros j'ai donc 30-40% qui vont partir à l'État. Donc en gros je sais plus exactement, mais je donne un exemple, j'ai genre 12 000 euros que je reverse à l'État. En gros, si tu fais 40 000 euros de chiffre d'affaires, tu as 12 000 euros qui partent comme ça. Si tu es fiscalement dans un autre pays, ça peut être Dubaï, ça peut être une holding aux États-Unis, ça peut être l'Estonie. Donc ça, je reparais parce que je suis en train de mettre le nez dedans. Potentiellement, tu es taxé à 1% à peine. Donc c'est-à-dire, allez, j'en sais rien, 500, 600, 1000 euros et encore. Encore non, c'était même pas les taxes, parce que déjà tu es taxé à zéro. C'était juste les frais de fonctionnement, parce que tu dois prendre quand même un comptable des fois là-bas, etc. Sachant que j'ai aussi un comptable en France qui me coûte 50 euros par mois, donc c'est pas énorme, mais voilà. 50 euros plus les frais de TVA, plus l'URSSAF, plus le truc, le machin. En fait, on se rend compte qu'en tant qu'entrepreneur, si tu fais pas 5 000 euros tous les mois, en réalité, tu peux pas vivre en fait en France. Concrètement, soyons logiques. Et donc c'est là où ça devient complexe quand même. Alors moi je suis en Thaïlande, j'avais de la réserve parce que j'ai fait des bonnes années aussi avant, j'ai pu mettre un peu de côté, mais ce que je veux dire par là c'est que quand même ça fait mal en fait. Ça fait mal de travailler, et j'ai lu un bouquin hier, je suis toujours sur le bouquin d'ailleurs d'Olivier Roland sur Tout le monde n'a pas la chance de quitter son pays. Il dit en fait tu travailles, par exemple si tu es taxé à 40%, c'est un exemple, mais tu travailles jusqu'au 1er juillet pour l'État. En fait c'est ça, du 1er janvier au 1er juillet de mon année, je travaille pour l'État. En fait, quand tu réfléchis comme ça, alors oui, je sais qu'on est dans un pays socialiste, il faut partager les ressources et tout ça, mais à un moment, qui est-ce qui se fait chier à travailler tous les jours, etc. C'est moi. Et aujourd'hui, je n'habite pas en France. Donc vraiment, j'aime bien participer à l'effort collectif, mais il faut quand même que, et ils en parlaient dans le podcast aussi, il faut quand même que les services, derrière, ça gère bien, tu vois. Si l'hôpital, ça allait bien, si le pays était safe, ça serait très bien. Mais est-ce que c'est le cas ? Je ne donnerai pas mon avis, je te pose la question. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça se barre pas un peu en cacahuète ? Bon, et en fait, on est de plus en plus taxé. Nous, on travaille de plus en plus. C'est pas évident d'être entrepreneur. L'argent, il vient pas tout seul. Moi, si je travaille pas, il y a personne qui me paye. Et c'est difficile, tu vois. Les gens pensent que les entrepreneurs, c'est facile et tout ça. Non, c'est difficile, évidemment. Moi, je me suis formé, j'ai investi des milliers d'euros pour me former, pour être là où j'en suis aujourd'hui, niveau de connaissances, et j'ai beaucoup charbonné. Comme tout le monde d'ailleurs, évidemment. Je dis pas que c'est plus difficile ma situation qu'une autre, mais je t'explique juste mon raisonnement. Et donc pourquoi, concrètement, là j'en ai un ras-le-bol déjà depuis un moment, de devoir, entre guillemets, m'embourber dans cette situation, que ce soit par rapport au seuil de TVA, mais pas que, et aussi par rapport à toute la paperasse qu'on a. Toute la paperasse qu'on a, punaise. C'est chiant. Aujourd'hui, là, j'ai OG France, donc c'est, je sais pas quoi, un service de l'organisme de merde, là, qui me demande encore 40 000 trucs parce que je l'ai pas fait en retard, parce que, voilà, je l'ai pas fait, parce que moi j'ai déclaré mes impôts mais je sais pas qu'il fallait que je déclare ça aussi, ils me demandent 40 000 trucs, du coup je mets en relation avec mon service comptable mais eux pareil ils sont un peu longs à répondre, donc ce qui fait que je me retrouve à chaque fois à stresser à cause de ça, et ça fait 2 ans honnêtement, j'ai souvent des galères avec ça, j'ai eu des gros problèmes avec les URSSAF et les impôts l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas enregistré mon changement de statut. Ça a été la croix et la bannière, vraiment, ça m'a vraiment emmerdé pendant plusieurs mois, alors que c'est un truc très simple, et ça honnêtement ça a été déjà un élément déclencheur pour me dire ok, la situation n'est pas correcte, ça me demande beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, et en plus je paye énormément, donc à un moment je suis gagnant nulle part, vraiment j'ai l'impression que j'en avais. Et j'ai écouté un podcast, je crois que c'est encore Oussama qui disait, désolé, ou un autre, je sais plus, en France, les gens ont peur de l'État. Les gens ont peur justement de tous ces contrôles, de toute cette paperasse, et ça les rend anxieux. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, les premières années, c'est assez simple quand tu es en auto-entreprise, mais après, c'est une galère. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, on n'ait plus envie d'entreprendre parce qu'on est taxé à la mort et parce que c'est extrêmement complexe. Donc voilà, je sais pas si c'est ton cas ou pas. Moi en tout cas, j'en ai
marre concrètement de cette situation. Ça m'a presque plus donné, enfin j'avais plus envie d'entreprendre. Alors j'ai toujours cette flamme de la liberté, donc je vais continuer. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a vraiment mis des bâtons dans les roues et c'était pas évident comme situation. Donc bon, je vous tiendrai au courant, je me forme. Il y a de grandes chances que ce soit ma dernière année fiscale en France. De toute façon, moi, je suis dans une situation où je dois continuer à déclarer jusqu'à la fin de l'année. Je vais faire ça propre. Mais l'année prochaine, il y a de grandes chances que ce soit ciao bye parce que c'est pas normal, entre guillemets, d'en être à ce niveau-là et que finalement, ça donne même plus envie de travailler quand tu sais que tu travailles du 1er janvier au 1er juillet pour l'État. Un État qui finalement te redonne pas suffisamment, selon moi, selon mes critères. Bon, voilà, bref. Solidarité. Jusqu'à quand? Voilà. Je resterai sur ces belles paroles-là. T'es d'accord, pas d'accord? On peut échanger, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir écouté le podcast. Je te remets en description le challenge Evergreen, le challenge pour les coachs qui veulent développer leur activité en ligne sur Instagram. Également, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube et sur Spotify, à laisser un petit pouce en l'air sur YouTube et à me laisser 5 étoiles sur Spotify. Et on se dit la semaine prochaine, ce sera l'interview de David, le coach. Hyper intéressante donc. À très bientôt. Salut, bye.